Donc nous saluons tous les participants à cette journée et je voudrais rassurer nos amis italiens parce qu'io sono tifoso della Juve. Voilà. Alors nous sommes venus, des fois vous savez les gens du Sud se vantent un peu. Alors nous nous vantons à Fourques en proportion de la population d'avoir la plus grande réserve de sécurité civile de France. Alors du coup pour honorer ce titre-là, nous sommes venus en force. Madame Castellani qui est l'adjointe au risque dans notre village, que je vais vous présenter tout à l'heure. Jonathan Soucy, lui qui est un professionnel, mais il fait partie de notre réserve, il est là, il est de la maison ici. Et ensuite, nous avons pris au hasard 2 éminents représentants de la sécurité, de la réserve, M. Atenoux et M. André Ferrucci. Voilà, donc ils sont là, on est venus en nombre. Pourtant, nous sommes un tout petit village qui s'appelle Fourques et qui se trouve, c'est facile à trouver en France, si vous venez. Il suffit de descendre le Rhône, et quand le Rhône se partage entre Petit et Grand Rhône, ça crée la Camargue. Eh bien, nous sommes donc la tête de Camargue. Et de l'autre côté du fleuve, il suffit de le traverser, il y a une autre ville, un peu plus romaine que nous, pas plus petite, non, c'est la ville d'Arles, voilà. Donc c'est facile à repérer, Arles d'un côté, Fourques de l'autre. Et nous sommes un territoire qui a été créé par ce grand fleuve, le Rhône, qui a apporté dans son delta, pendant des milliers et des millions d'années, des alluvions et une terre très fertile. Nos amis de la plaine du Pô sont dans les mêmes conditions, et c'est pour ça que je disais à vos collègues, nous sommes jumelés avec Valle-Loméline, pas loin de la frontière. Voilà. Chez les Turinois, on parle le provençal. Le provençal, la même langue que dans mon pays, la Provence. Voilà, la même. Quand on pense en Lombardie, c'est un peu plus compliqué. On franchit quelques kilomètres et on ne parle plus le provençal. Voilà. Donc, le Rhône nous a formés, a donné un territoire très riche avec des alluvions fertiles. Mais le Rhône, c'est aussi un démon qui apporte des inondations, qui apporte donc le malheur. Certains disaient que le Rhône, c'est comme un taureau furieux qui descend des Alpes. Voilà, donc, pour donner la force de ce grand fleuve. Alors, pendant des centaines d'années, les gens de mon terroir, de la Camargue, du Grand Delta, se sont battus contre le Rhône, avec beaucoup de résilience, parce que eux n'habitaient pas au rez-de-chaussée, ils habitaient l'étage. En bas, il y avait les animaux et les remises. Et dans les grandes fermes qui occupent notre territoire, il y avait à l'arrière une rampe d'accès où, pendant les inondations du Rhône, les animaux se réfugiaient. Poules, vaches, chevaux et tout l'arche de Noé. Donc en gros, tous les masses de notre plaine, du Grand Delta, c'était des arches de Noé. Voilà, donc on a commencé à se protéger, on a fait des digues, et les premières digues remontent au XIIe siècle. Vous voyez, donc je vous parle d'un temps, on a un peu d'expérience dans mon pays. XIIe siècle. Et à chaque fois, le Rhône a été plus fort que les hommes, a toujours emporté leurs digues. Et à chaque fois, les hommes ont essayé de rebâtir les digues légèrement plus haut que le niveau de la crue qu'ils venaient de connaître. Et ainsi de suite, pendant des siècles, on a monté. En plus, d'un côté du Rhône, c'était un peu avec les Italiens, hein, c'était la ligue allemande italienne, et de l'autre côté, c'était le royaume de France. En plus, dont les uns montaient les digues un peu plus hautes que les autres, hein, à chaque fois, pour se faire une guerre à travers la digue. Voilà, tout à fait. Et alors, il a fallu, ainsi ont passé les siècles, voilà. Et au XIXe siècle, au moment où la France est prospère, où les pays d'Occident ont découvert les premières grandes industries, là, on a une décennie catastrophique qui envahit toute la vallée du Rhône, de Lyon jusqu'à la mer. C'est 1840, 1841, 1845, 1856. Et là, sous la royauté finissante, on organise pour la première fois une administration qui va s'occuper de l'ensemble de la vallée du Rhône et de faire des digues et de protéger les populations. Voilà.
Mais le temps que ça se fasse, il y a encore des inondations, tout est emporté, etc. Et sous Napoléon III, nous allons terminer une protection de 200 km de digues, on va dire, sur le delta du Rhône, de Beaucaire-Tarascon jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer d'un côté et Port-Saint-Louis-du-Rhône sur l'autre Rhône. Voilà, donc là, on a un système, et ce système, une fois que l'État l'a payé, l'État, les départements et les communes, il va le remettre aux gens qui sont protégés. Il va les remettre, et ces gens-là donc, vont devoir payer l'entretien de la digue. Les années vont passer, et le Rhône va avoir une période relativement calme de plus de 100 ans. 100 ans. Et il se trouve que le patrimoine des Français au XIXe siècle, c'était un patrimoine foncier. On était riche, comme à Rome autrefois, quand les sénateurs avaient des hectares et des troupeaux de moutons. Voilà, ils étaient riches. Aujourd'hui, si vous avez un troupeau de moutons, vous n'êtes pas riche. Hein. Ça a totalement changé. Voilà. Donc, les agriculteurs qui devaient porter seuls, les propriétaires fonciers, l'entretien de 200 km de digues, dans le Gard, donc du côté de la rive droite, viennent trouver quelques élus un peu farfelus qui, eux, comprennent que le patrimoine d'aujourd'hui, eh bien, c'est tous les villages, c'est tous les hommes, c'est les industries, c'est les maisons, et ce n'est pas que la terre. Voilà. Donc je fais partie de ces farfelus-là qui, en 1984, ont décidé, contre leurs collègues qui, eux, ne voulaient pas payer les autres maires, vous leur disiez, mais tu es fou de prendre ça. Donc, avec le préfet, nous avons créé un syndicat intercommunal de 11 communes dans le Gard. 11 communes représentant à peu près 100 000 habitants. Voilà. Ensuite, dans les Bouches-du-Rhône, quand ils ont vu qu'on faisait ça, ben, ils ont fait pareil. Voilà. Et là, une nouvelle décennie est arrivée. 1993, 3 octobre, janvier 1994, par 2 fois, la Camargue, très symbolique, est envahie par les eaux. Et quand vous êtes à Londres, comme le président américain en ce moment, ou quand vous êtes à Bruxelles, comme les futurs candidats aux européennes qui viennent d'être élus, la Camargue et Arles, ça parle. Fourques, Draguignan, tout ça, ça ne parle pas. Mais la Camargue, c'est très important. Et donc c'est vu. Par exemple, au hasard, une des Rolls-Royce porte le nom de Camargue. Pour que des Anglais aient sacrifié leur plus beau patrimoine et leur donner le nom d'un truc français, il faut vraiment que la Camargue soit connue. Voilà. Voilà, donc là on voit la Camargue qui s'envahit. Puis ça a été en 2002, vous le savez, le Gardon dans le Gard, chez nous aussi, sur le Petit Rhône, on a eu le Rhône qui est passé par-dessus les digues. Et puis ça a été 2003. Alors là, la Camargue dans un sens, puis le Gard, et puis en 2003, tout le monde. Alors là, on a eu droit à Sarkozy, on a eu tous les ministres et autres. Et ce que je réclamais depuis des années, en disant, il y a eu à Paris, après les inondations catastrophiques de 1911, un plan Seine. On a fait des barrages sur différents affluents pour retenir les eaux pour ne pas envahir Paris. Au passage, il était prévu d'en faire 5, il n'y en a que 4, je crois, de réaliser. Le 5e, ils ne le feront jamais. Dans la société d'aujourd'hui, les gens ne seront jamais d'accord pour noyer des vallées entières et des villages. Notre-Dame-de-Lande est un bel exemple. Donc le 5e barrage de Paris, à mon avis, ne se fera jamais parce qu'il y aura toujours des gens contre. Voilà. Après, on a fait un plan Garonne. Pour éviter que Toulouse se noie, on a fait un plan Garonne. Puis on a fait un plan Loire. Et moi, j'ai réclamé le plan Rhône en disant, mais de tous ces fleuves français, celui qui rapporte le plus à l'État, c'est le Rhône, avec la rente des barrages, avec l'électricité. Et on ne reçoit rien. C'est la France qui reçoit cet argent-là. Mais nous les riverains, on n'a rien. Donc j'ai demandé qu'on puisse faire un plan, alors, une chance inespérée. Il faut en avoir dans la vie. Le dernier grand préfet qui a fait le plan Loire s'appelle le préfet Lacroix. La dernière présidente de la région, la politique, c'était Roselyne Bachelot, voilà, en Loire. Et quand nous avons eu nos inondations de 2003, on a demandé d'avoir les gens les plus compétents. Et à Lyon, préfet de bassin, a été nommé le préfet Lacroix. Et avec lui, rapidement,
on a pu mettre sur pied le balbutiement d'un plan Rhône. Voilà. Alors, un plan Rhône, ça veut dire sur l'ensemble de la vallée, il a fallu convaincre des présidents de régions, 3, Rhône-Alpes, PACA et Languedoc à l'époque, avec des personnages un peu truculents, fraîches, le Languedocien, qui bougeait beaucoup. Voilà. Après, il y en avait de plus dociles, Carqueran. Voilà. Mais Fraîche a beaucoup bougé. Voilà. Il voulait surtout que le Languedoc ne soit pas à la traîne de la région PACA, voilà, donc, où il y avait M. Vauzel qui était le président de région. Voilà, donc on a pu monter un gros syndicat. C'est le seul en Europe de ce niveau-là, et même au niveau mondial, on reçoit 2 régions, 2 départements et 15 communes. Budget de fonctionnement 4 millions d'euros. Ça, c'est pour vous, là. Tout à l'heure, on en parlait avec vos collègues. Voilà. Voilà, on a une grosse structure. Alors, je reviens à ma petite commune. Donc, moi, j'étais président des 11 communes du Gard, 50 km de digues. Et quand on annonçait une crue, eh bien, je faisais appel, exactement comme dans la plaine du Pô, je le racontais tout à l'heure à vos collègues, où, quand le Pô est en crue, c'est les riverains qui allaient sur les digues du Pô avec des lanternes, nuit et jour, pour aller alerter au cas où il y aurait une brèche qui se forme. Je faisais appel, comme avaient fait nos ancêtres, aux riverains. D'abord les paysans, le vrai terme, le paysan, celui qui habite le pays. Souvent, ils sont agriculteurs, les paysans. Moi, je suis un paysan, mais je ne suis plus agriculteur. L'éducation nationale, voilà. Mais, alors, j'ai fait appel à ces gens-là pour surveiller nuit et jour. Voilà. Et on s'est organisé, c'est-à-dire, par exemple, on avait dit, les patrouilles, il faut 3 personnes. 2 sur la digue, 1 sur la route, au cas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas tout ça. Donc, des patrouilles qui passaient, etc. Et j'en avais qu'une peur, une peur personnelle, c'est que moi qui faisais appel à tous ces gens-là, qu'il leur arrive quelque chose. Et moralement, j'ai une éthique dans la vie, je ne l'aurais pas supporté. Vous savez, en Camargue, quand vous êtes au bord du Rhône, c'est un peu la pampa, là. C'est la jungle de Mougli, là. Vous risquez de glisser dans le Rhône et qu'on ne vous retrouve plus. Voilà, je ne me serais pas pardonné. Alors, j'ai alerté les pouvoirs publics là-dessus et j'ai travaillé tout un été avec Mme Castellani. On a travaillé tout un été et avec la préfecture du Gard et le ministère pour qu'on crée les réserves communales de sécurité civile. Voilà. Donc, il était normal qu'on fasse partie des premiers et qu'elles soient très nombreuses quand même, parce qu'on est à l'initiative. Tout ça pour répondre à une angoisse d'un responsable qui mobilisait les riverains. Alors j'ai vu avec le temps, c'était plus les agriculteurs qui forçaient le plus gros des troupes, c'était les urbains. Les urbains, voilà, du village. Voilà. Vous en avez 2 là, d'urbains. 3 même, 3. Voilà. Donc on a vu que le paysan, le gars du pays, petit à petit, qui avait une culture naturelle par ses propres parents, une culture historique, était remplacée par un urbain à qui il fallait, j'allais dire, faire parvenir cette culture. Voilà en gros pourquoi on a voulu organiser. Alors, un plan de sauvegarde, on en avait fait bien avant que ça existe, parce que nous, le Rhône, voilà, on avait, par exemple, l'État avait un service d'annonce de crue. Moi, j'en avais que faire des services d'annonce de crues. Je demandais à l'État depuis des années un service de prévision des crues. Je me faisais des abacs, voilà, avec tous les affluents de la rive du Rhône, donc depuis la Suisse jusqu'à la mer. Et en fonction, je connaissais le temps qu'il fallait pour que l'eau parvienne d'en haut jusqu'en bas. Et en fonction, je faisais des prévisions de crues. Voilà. Et il faisait pareil sur l'autre rive, sans qu'on se concerte. Il faisait pareil. Et alors, l'anecdote, c'est que quand enfin on a obtenu ça de l'État, qu'à Nîmes, des ingénieurs travaillent sur la prévision de crues, la première fois que les ordinateurs ont tourné et que les ingénieurs ont fait une prévision, nous les vieux, là, les pionniers qui travaillons avec notre cerveau et nos mains, on a voulu faire notre propre prévision. Et on a battu l'ordinateur. Et comme aux échecs, la deuxième crue qui est arrivée, c'est l'ordinateur qui a battu le joueur. Mais la première fois, je suis très fier qu'avec mes vieux calculs mathématiques, on ait pu battre l'ordinateur de Nîmes. C'est une anecdote. Autre anecdote, par exemple,
C'est ce qu'il veut que je vous parle. Voilà. Quand on instruisait les urbains qui ne connaissaient rien, qu'est-ce que c'est qu'un renard dans une digue, hein? Qu'est-ce que c'est qu'un renard? Voilà, il fallait qu'on leur explique que si l'eau coulait à travers la digue, mais qu'elle était claire, il ne fallait surtout pas toucher. Et que si l'eau était foncée, là, ça voulait dire que la terre était en train de partir, que le trou allait s'agrandir et que dans quelques minutes, le fleuve allait leur tomber sur la tête. Et je me souviens qu'en janvier 1994, la Camargue complètement sous les eaux, et nous, on avait, de notre côté, on avait une partie de la digue qui était en sable, parce que nos ancêtres faisaient la digue avec les matériaux qu'ils trouvaient sur place. Et quand il y a du sable dans une digue, l'eau passe à travers, évidemment, c'est du sable. Et là, on savait que cette partie de digue, sur quelques centaines de mètres, ne tiendrait pas s'il y avait une nouvelle crue. Et les services de l'État nous annoncent nouvelle crue. Branle-bas de combat, et j'étais en relation avec des ingénieurs en Hollande qui passent pour les gens les plus capables sur les digues. C'était juste avant qu'on crée le CIMADREM, parce que maintenant, les gens les plus capables, ils sont au CIMADREM, le syndicat interrégional. Avant, c'était les Hollandais. Mais maintenant, les Hollandais viennent chez nous pour apprendre. Voilà. Et donc là, alors ils me disent, par exemple, vous avez des petits sacs avec des graines de blé dedans? Parce que c'est comme ça qu'ils faisaient. Le système D dont vous avez parlé tout à l'heure, à Météo France, il faut toujours... La première des protections, c'est celle qu'on s'apporte à soi-même. C'est la première. Il faut soi-même en savoir un peu. Après, c'est des organismes. Ils nous avaient dit, ben, vous mettez ces petits sacs dans les trous, le blé va gonfler et ça bloque le trou. Ah bon? Ben, nous, on n'avait pas de petits sacs. On n'avait pas prévu. Et alors, là, par contre, on avait des plastiques de serre. Et je revenais de Chine à ce moment-là, et j'avais vu comment faisaient les Chinois. Alors, les Chinois, il faut beaucoup de monde. Voilà, eux, ils sont très forts à condition d'avoir beaucoup d'employés. Alors, on nous annonce, la crue arrive dans 2 heures. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2 heures? Voilà. Alors, je demande au service de la DDE de Théâtre de venir nous éclairer, c'était de nuit en plus, en pleine nuit, de nous éclairer la digue, avec leur système d'éclairage. Je convoque tout ce que je trouve, le banc et l'arrière-banc des agriculteurs, des paysans. Et là, on a récupéré des films de serre. On a beaucoup de serre par chez nous. Une équipe qui ouvrait une bêche en tête de digue, une en bas, 2 équipes qui déroulaient le plastique et 2 autres qui rebouchaient. Et j'avais dit, tous les gens mariés, vous ne restez pas. Parce que si la crue arrive, qu'on est sur la digue, honnêtement, on avait l'impression de marcher sur un flanc. Elle bougeait, tellement elle était imbibée d'eau. Vous ne restez pas, vous êtes chargés de famille, vous rentrez chez vous. Ne prendront le risque que les célibataires, et encore les célibataires qui disent ne pas avoir d'enfants adultères. Hein. et ensuite, tous ceux qui pèsent plus de 5 kilos, dehors, parce que j'avais peur qu'ils fassent tomber la digue. Et bien, vous imaginez, quand on dit ça, tout le monde reste. Évidemment que tout le monde est resté. Et puis bon, la crue n'est jamais revenue. On avait travaillé pour rien. Voilà. Mais on ne travaille jamais pour rien quand on conduit des opérations comme ça. Voilà. Donc, alors, j'étais en souci. L'État a répondu à ma demande. Après, je parlerai peut-être des inondations de l'Aude de 99 sur lesquelles j'étais intervenu aussi, et énormément. Puis celle de cette année 2018 où j'étais dans l'Aude le lendemain de l'inondation. J'en parlais avec le maire de Trèbes, j'y étais. Voilà. Alors, simplement, donc, l'État a répondu à ma demande et depuis, je dors tranquille parce qu'ils peuvent mourir maintenant, les autres. Je peux mourir. Grâce aux réserves communales, on a un contrat. Ils sont assurés, ils peuvent venir nous aider sans perdre leur travail, etc. Je suis très, très heureux aujourd'hui d'avoir un cadre juridique à une action qui partait du bénévolat. Voilà. Les bénévoles ne doivent pas mourir, il ne faut pas qu'ils meurent, les bénévoles. Il faut les assurer. Voilà. Alors je laisse la parole à Mme Castellani qui va vous raconter ce qu'on vit à Fourques avec la réserve depuis qu'elle est créée. Bonjour à tous. Donc, je suis adjointe au maire, je suis chargée des risques sur la commune et donc j'ai la responsabilité de maintenir en condition opérationnelle le plan communal de sauvegarde et également la réserve de sécurité civile.
Alors, cette réserve de sécurité civile, elle a été créée en 2005. En fait, on s'est inscrit immédiatement dès lors que la loi est sortie. Immédiatement, elle a comptabilisé donc 40 membres inscrits, rapidement 70 membres, et maintenant, elle comporte 82 bénévoles de différentes catégories sociales professionnelles, qui représentent à peu près également 50% de retraités. Donc, ce sont des personnes disponibles qu'on engage régulièrement. Donc, à ce titre, je rappelle la présence dans la salle de 3 réservistes. Donc, nous avons André Ferrucci, qui est donc un des anciens, qui a été un des tout premiers à s'inscrire à la réserve. Levez la main, en 2005. Voilà. Donc, c'est un ancien du village qui contribue aussi à l'histoire et à la culture du risque. Il y a également donc, Pierre Athénoux, qui, lui, s'est engagé il y a peu de temps, en novembre 2015, mais il participe activement à tous nos rendez-vous. Et également Jonathan Soucy, donc un jeune sapeur-pompier qui est à Arles, qui est assistant pédagogique sur le plateau technique de l'ENSOP, ici, de la division Forcos. Donc Jonathan a signé son contrat d'engagement en 2016 avec 2 autres jeunes. Donc c'est bien pour nous parce qu'on a des effectifs jeunes aussi qui rajeunissent un petit peu tout le groupe. Et Jonathan participe régulièrement aussi, et dernièrement, il a assuré auprès de nos réservistes, donc plus d'une 40aine de personnes, une formation aux gestes de premier secours. Voilà, donc c'est également sa participation active. Donc cette réserve de sécurité civile est régie par un acte d'engagement et un règlement intérieur. Donc l'acte d'engagement est renouvelé tous les 5 ans, et donc l'année prochaine, on va réengager pendant 5 ans notre réserve, voilà, qui va fêter également ses 15 ans. Alors, différentes missions multiples, donc prévenir, alerter, contribuer. Donc prévenir, ce que l'on fait régulièrement, ce sont des exercices d'alerte et des réunions d'information. Donc ça, c'est quasiment chaque année. Donc si je vous fais un rapide bilan depuis 2005, on a dû au total avoir à peu près 25 rendez-vous avec notre réserve pour soit faire des réunions d'information, leur présenter les procédures, de nouvelles procédures, comme par exemple la distribution des comprimés d'iode, ou alors aller également sur le terrain pour accomplir donc des missions de surveillance des digues afin d'être opérationnels en cas donc d'un danger imminent. Donc leur mission est également de sensibiliser et d'informer la population. Donc dans le cadre aussi d'exercices d'alerte, les membres de la réserve peuvent également se rendre chez l'habitant pour leur expliquer des procédures, et notamment ce fut le cas lors de l'évacuation d'un quartier en test, grandeur nature, où là les réservistes ont distribué donc le DICRIM, le document d'information sur le risque majeur, auprès de la population. Alors, la principale mission, bien évidemment, c'est participer à l'alerte. Donc là, ils interviennent à la demande du maire. Donc à Fourques, leur principal rôle, c'est d'intervenir dans le cadre aussi d'inondations, donc notamment la surveillance des digues de crue du Rhône. Donc ça se passe sous l'égide du syndicat dont vous a parlé Monsieur le maire, le CIMADREM, qui gère à son niveau 250 km de digues de Tarascon à la mer. Sur Fourques, donc, on a une surveillance de 25 km de digues, et ce ne sont pas les personnels donc, de la mairie qui s'occupent de ça, ce sont nos réservistes donc, qui s'engagent sur le terrain et à la demande du maire donc, opèrent des surveillances. Alors ça peut être des surveillances dès lors que le débit du Rhône atteint 7000 m³/s, ce sont des surveillances qui s'opèrent de 8 h du matin à 17 h par équipe de 3 personnes sur 6 secteurs, voilà, représentant un total de 25 km. Et ensuite, donc, dès lors que le débit du Rhône passe à 9000 m³/s, ben là, on fait appel à un renfort supplémentaire des membres de la réserve, puisque là, l'intervention s'opère 24h/24, donc nuit et jour. Donc, ils participent donc, à l'alerte. Depuis 2005, on a la chance d'avoir donc, un système de téléalerte par téléphone. Donc ça permet donc d'avertir très rapidement notre population. À l'espace de 10 minutes, on arrive à contacter donc plus de 5000 numéros de téléphone. Mais pour autant, notre réserve de sécurité civile également peut nous aider à compléter ce dispositif.
parce qu'une fois qu'on a le compte-rendu résultat de la téléalerte, on s'aperçoit que telle et telle personne n'a pas décroché, etc. Donc là, on peut envoyer également les membres de la réserve au domicile des personnes pour s'assurer donc que le message a bien été reçu, ou alors auprès de la liste des personnes dépendantes également que l'on tient à jour dans notre plan communal de sauvegarde. Voilà, donc contribuer, donc troisième grande mission de notre réserve de sécurité civile. Donc là, le but aussi, c'est d'assurer aussi un soutien à la population. Par exemple, dans le cadre d'inondation, en 2003, les membres bénévoles donc, sont allés également chez les personnes qui ont été sinistrées pour les aider aussi à nettoyer leur domicile, les lieux inondés, déblayer. Ou alors, ils peuvent également aider aux formalités administratives des sinistrés, parce que là, comme vous avez pu vous en apercevoir aussi sur la commune de Trèbes, il y a également beaucoup de sollicitations et beaucoup de travail à exécuter. Mais également, il y a aussi d'autres contributions. Ce n'est pas uniquement que dans le cadre des risques qu'on alerte notre réserve de sécurité civile. Elle peut également assurer la sécurité lors d'événements sur le village. Donc dernièrement, vous voyez comme c'est présenté sur la photo, là, ils ont assuré la sécurité dans le cadre d'une course pédestre. Ils assurent également la sécurité durant la fête des écoles, surtout dans le cadre également du plan Vigipirate. Et lorsqu'il neige, alors ça n'arrive pas très souvent à Fourques, mais c'est arrivé une fois, on a fait appel à notre réserve, et notamment Dédé qui est dans la salle, pour assurer des opérations de déblaiement dans le village. Et ça a été très très bien perçu par rapport à la population, même si Dédé a été quand même assez fatigué d'utiliser la pelle et la neige. Voilà, donc on va faire un petit focus maintenant sur le retour d'expérience justement de la crue du Rhône de décembre 2003, voilà, qui a marqué considérablement les esprits, puisque je vous rappelle que sur la ville d'Arles, il y a eu plus de 7000 personnes voilà, qui ont été sinistrées. À Fourques, toute la plaine de Bellegarde-Fourques a été inondée. Donc en bilan, on a eu 119 familles sinistrées, donc 310 personnes aussi à prendre en charge. Voilà, donc je vais vous expliquer chronologiquement comment ça s'est passé à ce moment-là, quelles sont les décisions qui ont été prises et de quelle façon on a utilisé les compétences de notre réserve de sécurité civile. Alors, qui n'était pas encore déclarée en 2003, certes, en tant que réserve de sécurité civile, mais nous avions déjà, comme vous l'a dit monsieur le maire, ce potentiel de bénévoles dans le village et franchement, ça aide bien. Alors voici, donc je reprends la chronologie des événements. Donc compte tenu donc, des fortes précipitations qui se sont déroulées donc, depuis le 1er décembre 2003, le maire, donc, le 2 décembre à 18h, a décidé de déclencher une cellule de crise en mairie. Donc ont été réunis donc, tous les employés, donc, le service technique, le DGS, le responsable service technique, la police, le conseil municipal et également donc, ces bénévoles qui sont venus en mairie. Donc, à l'issue de la cellule de crise, donc, le maire a décidé d'envoyer sur le terrain, donc, sur les digues, les membres de la réserve pour surveiller justement s'il n'y avait pas de problème sur les ouvrages, particulièrement voilà, s'il n'y avait pas des renards, comme vous a dit monsieur le maire. Et en parallèle, il y a d'autres personnes également de la réserve le soir, là, le mardi 2 décembre à 18h, puisque je vous rappelle, on n'avait pas à cette époque-là le système de téléalerte téléphonique. Ces personnes-là donc, sont parties dans le village et dans les masses pour distribuer un papier, alors que nous avons mis du temps, monsieur le maire, pour... Très important, j'ai mis demi-heure. J'ai mis demi-heure, je rejoins les propos du maire de Trèbes, à écrire le texte. Parce que les mots, il ne fallait pas aussi rendre la panique partout. On a tout pesé les mots, j'ai mis demi-heure, un texte très court qui disait « On est devant une crue très très importante, je vous demande de rassembler vos papiers essentiels, une brosse à dents, la Bible pour ceux qui croient. » Voilà, donc comme faisaient nos anciens, hein, ils rassemblaient l'essentiel. Aujourd'hui, on a tellement de choses, il faut des camions. Mais à l'époque, l'essentiel de la vie, on y réfléchit, c'est pas grand-chose l'essentiel. Et soyez prêts, n'allez pas coucher en rez-de-chaussée, vous couchez obligatoirement à l'étage. Si vous ne pouvez pas, vous passez à la mairie, rejoignez la mairie, puis on vous dispatchera dans d'autres endroits, dans d'autres villes. Voilà, ils étaient prêts. Et ce qui va expliquer que quelqu'un qui est prêt à recevoir une catastrophe, ben c'est
ça se passe mieux que celui qui n'est pas prêt. Voilà, voilà. Et en étant prêts, ils avaient été prévenus. Et quand au petit matin, je prends la décision d'évacuer, la préfecture du Gard me dit « Attendez les experts qui se réunissent à 9h30 ». Je leur dis « Écoutez, alors, on a des relations un peu particulières parce que je sers un peu de parrain à tout ça, mais moi je fais évacuer parce que ça va péter. Je ne sais pas où, mais ça va péter. » Vous voyez, 9h, je fais évacuer, c'est fini. Je fais évacuer à 7h du matin. Et ça pète à 10h45. Vous voyez, donc ça, les digues sont remportées par le Rhône à 10h45. Et ce qui m'a alerté, tout à l'heure vous avez posé une question, quelqu'un a posé une question, qu'est-ce que c'est qui vous a alerté? Je pense que c'est à vous qu'on a, ou au maire de Trèbes. Oui, au maire de Trèbes. Moi, ce qui m'a alerté, c'est que j'avais l'habitude de gérer, bon, on n'a jamais l'habitude, mais j'avais géré plusieurs crues centenales. C'est des débits quand même de 11 500, ça ressemble au Pau, hein. C'est des gros torrents. Mais c'est des torrents dont on sait que ça va arriver. C'est pas comme à Trèbes, où on ne sait pas que ça va arriver, ça arrive d'un coup. Nous, on sait que ça va arriver, on peut se préparer. Et ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est qu'au niveau du pic de crue, dans les dernières heures où ça monte, le Rhône montait de 20 cm à l'heure. Et dans toute ma mémoire, la mienne, mais celle de mes ancêtres, c'est-à-dire des ingénieurs de l'État, toutes les archives, le Rhône, pour une crue centenale, monte de 10 cm à l'heure. C'est ça qui m'a alerté. Alors j'ai eu un mot devant toutes les télés, parce qu'il y avait toutes les télés étaient là, j'ai dit « Aquae incognita », en référence à Christophe Colomb quand il découvre l'Amérique. Voilà. Pour moi, je rentrais dans un monde qui m'était inconnu, un fleuve qui monte de 20 cm à l'heure, on ne sait pas où on va. C'est ça qui m'a fait prendre la décision d'évacuer. Voilà, j'étais hors de mes connaissances, donc je n'étais pas en sécurité. Donc, on est dans le principe de précaution à ce moment-là. Voilà. Donc, l'anecdote est savoureuse parce que je me suis rappelé de Christophe Colomb. Voilà, donc ce papier a été distribué donc, le mardi soir, et c'est vrai que ça a été primordial, puisque le lendemain matin, lorsque M. le maire a pris la décision à 7h du matin le mercredi de faire évacuer donc, le village, donc les réservistes sont repassés auprès de l'habitant. Là, les personnes étaient quasiment prêtes, en fait. Et le village a été désert en l'espace de 2 heures. Les réservistes nous ont aidés aussi à mettre en place ce plan d'évacuation. Donc tout ça, ça a fluidifié, ça a permis d'aller très rapidement. Et voilà, donc à 10h45, il y a une première brèche donc, sur le Petit Rhône, suivie après d'une deuxième brèche un peu plus en aval. Et là, toute la plaine donc, de Bellegarde jusqu'à Fourques a été inondée. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, si on avait pris la décision d'évacuer, on n'aurait pas pu le faire, puisque les routes n'étaient plus accessibles. Donc les personnes auraient été obligées de rester donc, dans le village. Et là, ça aurait été notre plan de gestion de crise plus important. La réserve également est intervenue pendant les 10 jours qui ont suivi cette inondation pour surveiller le village. Ça a été aussi très important. Alors, toujours sans interférer ni concurrencer les services de défense, de sécurité civile et la police, mais travailler conjointement avec eux. Et je pense qu'on a été également un bon apport vis-à-vis de ces services, parce que déjà, il y a une reconnaissance du terrain sur place que n'avaient pas forcément les sapeurs-pompiers lorsqu'ils se déplaçaient dans la plaine alors qu'il y avait énormément d'eau. Donc là, les réservistes pouvaient leur indiquer les chemins. Et après, voilà, ça a vraiment été un travail de toutes ces équipes et ça nous a permis d'éviter pas mal de problèmes et notamment aussi des vols, puisque c'est malheureux, mais lorsque les inondations arrivent, il y a des personnes qui se déplaçaient carrément en jet ski pour aller dévaliser des maisons. Donc voilà, en conclusion, moi ce que je dirais avant de repasser la parole à M. Dumas, c'est que c'est vrai que faire vivre, puisqu'elle a 15 ans notre réserve, et vous voyez donc du compte rendu que je vous en fais, elle est toujours très active. Voilà, il y a des rendez-vous importants, il y a des exercices à faire régulièrement, c'est inscrit dans le règlement intérieur, c'est-à-dire qu'au moins une fois tous les 2 ans, il faut que le réserviste participe à ces réunions d'information ou à ces exercices. Voilà, ça permet de fédérer l'équipe et de la laisser opérationnelle. Et voilà, pour une telle gestion de crise, c'est vrai que la mobilisation de ces personnes, ça a été vraiment primordial et facilitateur. Merci. Monsieur le maire, 3 petits mots. 3 minutes. Donc Madame Castellani vous disait que le plus important, c'est de la faire vivre pour qu'elle perdure.
Pour la faire vivre, il faut, alors, modestement de ma part, je crois qu'il faut un responsable, c'est Madame Castellani, parce que s'il n'y a pas de responsable, c'est-à-dire repérer, qui agissent dans le temps, etc., c'est plus compliqué si on change en permanence. Donc il faut une structure, j'allais dire, perceptible. Il faut ensuite que les réservistes soient reconnus. Alors pour les reconnaître, évidemment, on leur a acheté des gilets. Déjà, on leur a acheté une belle veste, voilà. Voilà, vous l'avez, comme ça. Monsieur, tout le monde peut les repérer. Le chasuble gilet jaune. Et oui, il est collector celui-là. Hein. C'est le même principe que les gilets jaunes. Pour se reconnaître, il faut quelque chose. Voilà, Henri IV, il avait un plumet. Hein. Voilà. Et donc, pour les reconnaître par rapport à la population, il faut les intégrer à toutes les manifestations officielles. Je crois que c'est très important. Les commémorations du 11 novembre, les fêtes, voilà, il faut qu'ils soient présents. Alors, ils ne sont pas tous, mais une délégation est toujours présente. La troisième, c'est de faire des formations ou de leur apporter quelque chose qui les enrichit. Dans la vie aujourd'hui, il n'y a plus un touriste qui va sur une plage bronzer bêtement. Quand on revient de ses vacances, si on n'est pas capable de dire au voisin qu'on a vu quelque chose d'exceptionnel, on est nul. Le voisin, il dit « vous êtes nul ». Donc là, c'est pareil. Il faut que cet engagement bénévole leur apporte intellectuellement beaucoup. Voilà. D'où les formations avec les pompiers, d'où des visites d'un certain nombre de structures. Et ensuite, ça c'est propre. Alors là, je ne vais pas être humble parce que je veux que ce soit reconnu par le monde entier. Je ne conçois pas qu'il y ait une réunion publique ou semi-publique sans qu'on ne partage un verre et qu'on la fasse un verre à la main. Ça, pour moi, c'est très important. Et alors, quand il y a des inondations, on n'y met pas de l'eau, évidemment, parce que ça arrive de la provocation. Mais c'est très important. Et j'ai demandé que les apéritifs, par exemple, quand je fais dans mon village, soient reconnus par l'UNESCO, que ça devienne un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà, c'est très officiel ce que je dis. C'est pas neutre, c'est très important. Parce qu'on se dit des choses et les choses passent mieux avec un verre à la main. La preuve, c'est que quand on a signé la deuxième fournée pour les 10 ans, là, quand ils en ont re-signé pour 5 ans, on l'a fait sur un très beau bateau de promenade, le fameux Mireille qui promène sur le Rhône. Voilà, vous l'avez là. Et j'ai dit, on était au milieu du Rhône, voilà, et j'ai dit, tous ceux qui ne signent pas, je les fous à l'eau. Ils ont tous re-signé. Tous re-signé. Merci, monsieur. Voilà, c'était un événement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, on va en prendre une dernière. Je suis reconnaissant aux pompiers européens, parce que comme je suis passé sur toutes les télés, Canada, au Japon et tout ça, pendant ces événements, en Allemagne, un petit village, une petite ville, non, plus grande que la mienne, 3 fois plus grande, qui s'appelle Roswein, qui est à côté de Dresde, me voit à la télé et demande au patron de Veolia, qui distribue l'eau pour l'ex-Allemagne de l'Est, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ces gens en France? Alors en France, on a reçu, dans le cadre des accords européens, on a reçu à Arles des pompiers italiens, on a reçu des pompes hollandaises, mais les petits villages comme à Trèbes, là, à côté des autres, on n'avait rien. Donc moi, une petite ville m'a envoyé une délégation de pompiers que j'ai acceptée, évidemment, gratuitement, parce que là, en 2002, ils avaient été inondés comme Prague par l'Elbe. Ils avaient été inondés, et reconnaissant que les pompiers européens les avaient aidés, ils voulaient à leur tour aider les pays d'Europe. Voilà. Et on a reçu une colonne d'Allemands, 12 camions de pompiers. Et bien, je peux vous dire que eux, je n'ai pas réussi le soir au débriefing qu'on avait tous les soirs. On buvait l'apéro, hein, vous avez compris, hein. On buvait l'apéro. Avec eux, j'ai jamais pu dérider le chef. Le travail, c'était le travail. Par contre, ils étaient venus avec leur cargaison de bière, c'était chargé de bière, ils avaient tout. Mais je n'ai pas pu le dérider, sauf le dernier jour où on a organisé une fête la veille de partir. Et il m'avait ému parce que dans l'après-midi, le traducteur me demande, ils ont une requête à vous formuler, est-ce qu'après-midi, ils pourraient aller au Sainte-Marie-de-la-Mer, on est à côté, voir la mer. Ces gens-là, dans ce petit village donc, qui est à 200 km de Berlin, n'avaient jamais vu la mer du Nord, vous entendez? Jamais. Ils n'avaient jamais vu la mer, ex-Allemagne de l'Est. Alors l'année d'après, je suis monté à la demande du maire pour les remercier. Et là, j'ai visité la caserne des pompiers. Hein.
Voilà. Et sur la calandre du camion, il y avait tout le trajet de la mer du Nord jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ils avaient gardé le trajet. Voilà, donc on a été aidés. Vraiment, c'est une amitié maintenant qu'on a entre nous. Ils voulaient même qu'on se jumelle, mais il aura fallu 24 heures pour descendre sans s'arrêter depuis Dresde. 24 heures. Alors je suis monté, il m'a fallu moi aussi beaucoup de temps. Mais ça, c'est un élan formidable. Donc voilà, vive l'Europe quand il n'y a pas de frontières pour secourir les gens. Voilà.